Le Vietnam assure et assurera une sécurité absolue aux organisations, aux entreprises et aux étrangers résidant au Vietnam. Le Premier ministre Nguyen Tân Dũng l'a affirmé au Forum d'affaires du Vietnam de mi-mandat 2014. Ce jeudi après-midi, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse internationale sur la situation dans la mer orientale. Ces dernières années, le gouvernement et différents ministères et secteurs du Vietnam ont fait de grands efforts pour atténuer les impacts du changement climatique. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Aujourd'hui, la vice-présidente Nguyễn Thị Doan participe à une conférence de presse et à la séance d'ouverture du 24e sommet mondial des femmes à Paris, en France. La dirigeante vietnamienne doit prononcer un discours à ce sommet. S'exprimant lors de la conférence de presse avant le sommet, la vice-présidente Nguyễn Thị Doan affirme que le sommet mondial des femmes est le premier grand forum mondial qui vise à renforcer le rôle et le statut des femmes dans le monde. Cette année, ce sommet se concentrera sur l'élargissement des possibilités économiques pour les femmes à travers le monde, pour favoriser ainsi le rôle et le progrès des femmes dans tous les aspects de la vie sociale. À l'occasion de sa participation au 24e sommet mondial des femmes à Paris, le 4 juin, la vice-présidente du Vietnam, Nguyễn Thị Doan, a rencontré le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, et ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Lors de ces rencontres, la vice-présidente Nguyễn Thị Doan a demandé à la France de promouvoir sa coopération dans la mise en œuvre du projet de construction au Vietnam de l'Université des sciences et des technologies. La vice-présidente Nguyễn Thị Doan a aussi informé ses interlocuteurs français des tensions en mer orientale à l'heure actuelle. Le Vietnam assure et assurera une sécurité absolue aux organisations, aux entreprises et aux étrangers résidant au Vietnam. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Nguyen Tân Dũng au Forum d'affaires du Vietnam de mi-mandat 2014, tenu ce jeudi, le 5 juin, à Hanoï. Ayant pour thème du programme à l'action, préparatifs pour de nouveaux accords commerciaux, ce forum est organisé par le ministère du Plan et de l'Investissement et de la Banque mondiale au Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien y a déploré les pertes des entreprises lors des récents troubles à l'ordre public. Il a rappelé que profitant des manifestations contre l'implantation dans les eaux vietnamiennes de la plateforme pétrolière Hai Yan Shiyu 981 par la Chine, des fauteurs ont causé des troubles à l'ordre public, détruit des biens d'entreprise et blessé des individus. Le Premier ministre a affirmé que son gouvernement a réglé à temps ces problèmes et s'est engagé à ne pas laisser se reproduire de tels événements. Lors de ce forum, les participants ont discuté des impacts, des opportunités et des défis après que le Vietnam ait signé un certain nombre d'accords commerciaux importants. Ils ont recommandé des solutions liées aux différents domaines, notamment dans le domaine bancaire, celui d'investissement et de commerce. Lors de la séance plénière du jeudi, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi sur la gestion et l'utilisation des fonds publics dans la production et les affaires. Les législateurs voient cette future loi comme une base juridique pour la gestion efficace des dépenses publiques. Phương Anh nous en dit plus. Selon les statistiques, le gouvernement vietnamien détient actuellement environ 45% de l'actif total dans des sociétés gérées par l'État. Plus précisément, il gère 42 milliards d'un total de 95 milliards de dollars de biens sociaux. Toutefois, il existe de nombreux problèmes liés aux activités commerciales des sociétés gérées par l'État, surtout à l'investissement des fonds publics dans des entreprises non essentielles. La loi sur la gestion et l'utilisation des fonds publics dans les affaires est attendue à fournir un cadre législatif pour une gestion plus claire des fonds publics. La loi devra préciser comment doivent investir les entreprises gérées par l'État ou appartenant à l'État. Elle devra également préciser les critères pour évaluer la gestion de ces investissements. Un autre problème important que la loi doit résoudre est la désignation des gestionnaires des sociétés publiques. Tous ces éléments permettront une meilleure gestion de ces sociétés.
La future loi permettra de résoudre les lacunes actuelles dans la gestion et l'utilisation des fonds publics en alignant la loi de budget d'État, la loi sur les marchés publics et la loi des entreprises. Les entreprises publiques sont actuellement invitées à se dessaisir des activités non stratégiques. Toutefois, les amendements à la loi sur les entreprises stipulent que les entreprises sont autorisées à investir dans des activités non interdites par la loi. Les entreprises se demandent dans quelles limites elles pourront investir dans des activités non essentielles. La loi devra déterminer où les entreprises publiques peuvent investir, qui a le pouvoir de prendre les décisions d'investissement et comment évaluer l'efficacité des investissements. Le but ultime est d'utiliser efficacement l'argent public dans les entreprises gérées par l'État. L'introduction de la loi sur la gestion et l'utilisation des fonds publics dans les entreprises est une autre étape pour concrétiser la nouvelle constitution récemment entrée en vigueur. Avec la loi modifiée sur les marchés publics et la loi sur les entreprises, cette future loi devrait apporter plus de transparence aux dépenses publiques. Tout de suite, les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. Ces 2 derniers jours, la Chine déplorait toujours entre 110 à 115 navires de toutes catégories, dont des navires militaires, pour protéger sa plateforme Hayang Shiyu 981, installée illégalement dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. De son côté, le Vietnam maintient toujours ses forces et ses activités de lutte intense pour exiger de la Chine de retirer sa plateforme Hayang Shiyu 981 de ses eaux. Les bateaux des gardes-côtes et de la surveillance des ressources halieutiques du Vietnam opèrent entre 7 et 9 000 marins de la plateforme chinoise, tandis que les bateaux de pêche du Vietnam sont situés de 20 à 25 000 au sud-ouest de cette dernière. Environ 35 bateaux de pêche chinois, avec l'aide de 2 navires de garde-côtes de Chine, continuent d'empêcher, avec des canons à eau, les bateaux vietnamiens de travailler dans la pêcherie traditionnelle des Vietnamiens. Ce jeudi après-midi, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse internationale sur la situation dans la mer orientale. Lors de cette conférence, les gardes-côtes et la police maritime du Vietnam ont publié les vidéoclips concernant les attaques menées par les navires chinois contre les navires des forces de maintien de l'ordre et les navires de pêche du Vietnam dans la région où la plateforme de forage chinoise Hayang Shiyu est installée illégalement. Monsieur Halley, directeur adjoint du département des gardes-côtes, a déclaré que les navires de pêche et les pêcheurs vietnamiens du Vietnam ne sont pas en mesure de procéder à la production normale dans la pêcherie traditionnelle, située près de l'archipel des Paracels depuis que la Chine a installé sa plateforme dans cette zone de mer relevant de la souveraineté du Vietnam. Les navires chinois ont effectué des actes violents pour empêcher les navires vietnamiens d'opérer dans cette région. L'incident le plus grave s'est produit le 26 mai lorsqu'un bateau de pêche chinois a percuté un bateau de pêche vietnamien et l'a fait couler avec 10 pêcheurs à bord. De son côté, M. Trần Duy Hải, chef adjoint du comité chargé des frontières du Vietnam, a fait savoir que depuis plus d'1 mois, le Vietnam a fait des efforts pour dialoguer avec la Chine sous différentes formes et à différents niveaux. Cependant, la Chine ne répond pas à la bonne volonté du Vietnam et poursuit toujours les activités illégales dans cette zone de la mer du Vietnam.
tout en déformant la vérité auprès de la communauté internationale. Lors de la conférence de presse, le ministère des Affaires étrangères du Vietnam a déclaré que le Vietnam appelle la communauté internationale, les médias nationaux et internationaux à se prononcer contre les actes injustes de la Chine. Ces derniers temps, l'opinion publique internationale a vivement protesté l'installation par la Chine de la plateforme HD 981 dans la zone économique exclusive du Vietnam et surtout l'attaque des bateaux vietnamiens par les navires militaires chinois. Les peuples épris de la paix sont tous contre les agissements en mer orientale de la Chine parce qu'ils sont illégaux et seraient un précédent grave pour les envahissements de la souveraineté qui peuvent se produire dans les autres régions du monde. Sur ce sujet, notre reporter a eu un entretien avec le général, vice-ministre de la Défense, Nguyễn Chí Vịnh, qui revient du dialogue Shangri-La, le forum annuel sur la sécurité régionale. Bonjour monsieur, lors du récent dialogue Shangri-La, les hauts dirigeants de différents pays, en particulier le Premier ministre japonais et le secrétaire américain à la Défense, ont exprimé leur protestation contre les actes unilatéraux de la Chine qui peuvent changer le statu quo en mer orientale, plus précisément l'installation d'une plateforme pétrolière dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam. Alors pourquoi non seulement les pays de l'ASEAN, mais aussi les pays au loin comme les États-Unis s'intéressent tellement à la situation actuelle dans cette zone? Tout commence quand les États-Unis mettent en œuvre la stratégie du pivot ou rééquilibrage en direction de l'Asie et la Chine, quant à elle, monte nettement en puissance dans la région et déclare qu'elle va devenir puissance en mer d'Asie-Pacifique. Il y a depuis longtemps des collisions sur les intérêts entre la Chine et les autres puissances du monde, ainsi qu'avec ses pays voisins. Cette année, outre ces collisions, deux autres raisons sont à l'origine des vives protestations de ces pays. Premièrement, il s'agit de la menace de la souveraineté du Vietnam, un pays membre de l'ONU. Les autres pays ne peuvent pas être indifférents à ce problème. Deuxièmement, l'affaire de la plateforme HD 981 a montré un changement dans les comportements de la Chine. Ces comportements sont inédits dans la diplomatie moderne. La Chine a annoncé unilatéralement ses droits de souveraineté sur les îles en mer orientale et a recouru à des forces pour protéger la dite souveraineté. C'est un très mauvais précédent pour tous les pays du monde. Les puissances comme les États-Unis s'inquiètent des actes chinois pouvant menacer leurs alliés. Les autres pays se soucient d'un futur similaire à la situation actuelle au Vietnam. Les comportements agressifs de la Chine peuvent se reproduire dans plusieurs autres endroits et en différents moments. C'est pourquoi de nombreux pays ont accusé les récentes actions de la Chine. La Chine a affirmé à plusieurs reprises que sa diplomatie est guidée par le drapeau de la paix, du développement et de la coopération. Comment estimez-vous les impacts de cette affaire en mer orientale sur les intérêts de la Chine dans la région, surtout quand sa stratégie de développement pacifique est mise en cause par tous les autres pays? La Chine cherche à établir une image d'un pays en forte croissance et pacifique. Si elle peut le faire, ce serait un bon exemple pour tous les autres pays, en particulier les pays socialistes comme le Vietnam. Mais en réalité, ce que l'on voit est un pays qui réclame des droits de souveraineté absurdes. Un pays qui utilise des forces non militaires pour réaliser ses réclamations irraisonnables. Un pays qui envoie des navires pour faire couler des bateaux de pêche d'un autre pays. Ces images de la Chine sont inacceptables. Je peux vous affirmer que les actions actuelles de la Chine en mer orientale nuisent aux rêves chinois que la partie chinoise a promis aux perspectives de développement que la Chine devrait avoir dans ce 21e siècle. Je vous remercie. L'Académie des sciences sociales du Vietnam, en collaboration avec l'Institut d'études Sino-Nom, a présenté avant-hier un nouveau livre sur la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Ce livre comporte des documents Sino-Nom affirmant la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Paracel et de Sparley et les eaux de la mer de l'Est. De nombreux documents originaux n'ont jamais été rendus publics. Tout de suite, les détails. Ce livre comprend près de 500 pages avec 46 extraits de documents Sino-Nom.
en plus des documents royaux, des notes historiques et géographiques, de la poésie et de la littérature. Le livre présente également 18 cartes datant du XVIIe siècle. Parmi ces cartes, celle créée au XVIIe siècle sous la dynastie des Nguyen est très intéressante. La carte est un document très important car elle a montré le point le plus éloigné de la frontière orientale du Vietnam avec les deux archipels de Paracel et de Spraley. Il a fallu de nombreuses recherches pour compiler le livre. Les documents utilisés dans le livre ont été recueillis auprès des documents sino-noms et ceux de langues étrangères à l'Institut d'études sino-noms. Les auteurs du livre affirment que les documents serviront de fondement juridique et historique pour le Vietnam pour confirmer sa souveraineté sur les archipels de Paracel et de Spraley. Pour moi, tous les documents présentés dans ce livre sont des preuves juridiques car ils appartiennent au système de documents du gouvernement à l'époque féodale. Tous, y compris l'histoire écrite par les cours impériales, ont une valeur historique. Ces documents sont originaux et ils ont été écrits sous l'autorité du gouvernement. Nous avons défendu notre souveraineté par le dialogue, les mesures diplomatiques, les arguments juridiques et les faits historiques. Maintenant, il est grand temps que nous publions nos documents historiques et juridiques afin que notre peuple et la communauté internationale puissent comprendre la vérité afin de protéger notre souveraineté. C'est notre droit. Selon le professeur agrégé et Dr Chi Khắc Mạnh, l'Institut d'études sino-noms effectuera des recherches pour obtenir davantage de documents juridiques et historiques pour les eaux et les îles du Vietnam. Le livre sera disponible dans toutes les librairies et les bibliothèques à travers le pays et sera bientôt traduit en anglais. La 34e réunion du comité de réserve de sécurité alimentaire de l'ASEAN s'est ouverte jeudi 5 juin à Vientiane, au Laos. Pendant 2 jours, les délégués vont discuter de la situation de la sécurité alimentaire des pays de l'ASEAN et du monde durant ces 3 dernières années. Ils ont aussi écouté le rapport sur l'élaboration du programme cadre de la sécurité alimentaire intégrée de l'ASEAN et du plan d'action stratégique sur la sécurité alimentaire de l'ASEAN pour la période 2015-2020. Selon les prévisions avancées lors de cette réunion, la production de riz des pays de l'ASEAN en 2014 est estimée à plus de 134 millions de tonnes. Les conférenciers prévoient aussi une baisse des prix du riz exporté de certains pays cette année en raison de l'arrêt du stockage du riz de la Thaïlande. En réponse à la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Comité populaire d'Ho Chi Minh Ville ont organisé jeudi un meeting national dans la mégapole du Sud. Ce meeting a été honoré de la présence du vice-premier ministre Hoàng Trung Hải. À cette occasion, le vice-premier ministre Hoàng Trung Hải a demandé aux particuliers et aux collectifs de proposer des plans d'action ainsi que des mesures pour mieux gérer l'exploitation des ressources naturelles et protéger la nature, notamment l'environnement maritime. Dans plusieurs villes et provinces du pays comme Thái Bình, Lâm Đồng, Kiên Giang, Nam Định, des meetings et des activités en l'honneur de la Journée mondiale de l'environnement ont aussi eu lieu avec la participation de toute la société. Cette année, la Journée mondiale pour l'environnement a pour thème « Agissons ensemble pour arrêter la montée du niveau de la mer ». Avec un littoral de plus de 3000 km, le Vietnam est sérieusement affecté par ce phénomène en particulier et par le changement climatique en général. Ces dernières années, le gouvernement et différents ministères et secteurs du Vietnam ont fait de grands efforts pour atténuer les impacts du changement climatique. Sur ce chemin long et difficile, le Vietnam a reçu des soutiens importants de la communauté internationale en termes d'expérience, de financement et de techniques. Plus de détails dans le reportage qui suit.
Beaucoup d'experts estiment que l'élévation du niveau de la mer est la menace la plus préoccupante au Vietnam pour les prochaines décennies. Selon le scénario donné par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, au cours de 100 prochaines années, la température moyenne au Vietnam pourra augmenter de 2 à 3 degrés et le niveau de la mer pourrait s'élever de 70 cm à 1 mètre. Cela fera perdre 12% de la superficie du delta du fleuve Rouge, 40% des terres cultivables du delta du Mekong. Le delta du Mekong est l'un des 3 deltas du monde qui seront le plus touchés par le changement climatique. Il s'agit non seulement de la hausse du niveau de la mer, mais aussi des questions environnementales, en particulier celle de l'exploitation de l'eau en amont du Mekong provoquée par le développement socio-économique. Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin des expériences internationales. Depuis 2010, le programme national sur le changement climatique a reçu près d'1 milliard de dollars d'aide et des prêts pour mettre en œuvre des projets contre le changement climatique. Outre les pays comme le Japon, la France, l'Australie, les Pays-Bas et le Danemark, la Banque mondiale est l'un des partenaires importants du Vietnam en la matière. Ces projets aident le Vietnam à notamment créer des mécanismes et des politiques, améliorer des infrastructures, renforcer le reboisement et les travaux de construction des ouvrages pour éviter la salinisation. Depuis 5 ans, nous accordons beaucoup de priorités au Vietnam pour faire face au changement climatique. Le gouvernement vietnamien a fait de grands efforts pour renforcer les documents juridiques et les politiques dans ce domaine, comme promulguer la loi sur l'environnement et créer le Comité national contre le changement climatique. Cependant, le Vietnam doit faire des efforts supplémentaires pour appliquer les politiques dans la vie quotidienne. Nous nous engageons à coopérer avec le Vietnam sur ce chemin. À part les grands pays, les organisations non gouvernementales comme Oxfam ou le Fonds mondial pour la nature soutiennent aussi des projets pour aider le Vietnam à faire face au changement climatique. Si les grands pays aident le Vietnam à développer des mécanismes et des politiques, les plans et les grands projets, les organisations non gouvernementales fournissent aux habitants des modèles et des solutions de subsistance adaptées au changement climatique. De génération en génération, les contes vietnamiens qui racontent des histoires d'optimisme et de fierté nationale ont contribué largement à éduquer les jeunes générations au sujet de leur tradition nationale. Une nouvelle collection de contes bilingues en vietnamien-anglais a été publiée récemment dans le but d'introduire les contes vietnamiens aux lecteurs du monde entier. Kiều Anh nous en dit plus dans le reportage qui suit. La légende raconte que c'est le roi Lelo qui a emprunté l'épée mythique du roi dragon. Ce fut grâce à cette épée que le roi Lelo a vaincu les ennemis. Cela faisait partie d'un conte vietnamien appelé La légende du lac de l'épée restituée. Le livre fait partie d'une nouvelle collection de contes vietnamiens écrits en vietnamien et en anglais par la maison d'édition Kim Dong. La maison d'édition Kim Dong a lancé une nouvelle collection de 10 volumes de contes vietnamiens populaires, imprimés en vietnamien et en anglais. Ces volumes comprennent la légende de gâteau de riz rond et gâteau de riz carré, Thạch Sanh et l'histoire de Saint-Jean. Depuis 10 ans, Ta Xuân Duy est à la recherche d'un conte vietnamien pour le présenter à ses amis et ses professeurs étrangers. J'aime à la fois la version anglaise et la version vietnamienne parce que je peux apprendre des histoires et des pratiques vietnamiennes en parlant l'anglais. J'aime particulièrement l'histoire de Saint-Jean. Le garçon qui était âgé de seulement 3 ans et était au lit toute la journée dit un beau jour comment sauver la nation. C'est incroyable, vraiment génial. Afin d'aider les enfants locaux à apprendre l'anglais, la nouvelle collection bilingue est également destinée aux enfants vietnamiens à l'étranger, qui ont parfois de la difficulté avec la langue et la littérature vietnamienne.
Les livres sont aussi une bonne option pour les étrangers qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire vietnamienne. Les contes illustrés ont été produits par des écrivains et des artistes bien connus. Et les traductions en anglais ont été éditées par l'auteur américain Lady Barton, qui connaît bien la culture et l'histoire vietnamienne. L'édition bilingue fait partie des efforts de la maison d'édition Kim Dong pour introduire la culture vietnamienne à l'étranger. Nous avons publié un recueil de 10 contes vietnamiens avec de nouvelles illustrations pour attirer les jeunes lecteurs, en particulier ceux de l'étranger. Les livres et les bandes dessinées sont importants pour le développement de l'enfance et de la créativité. Guider et encourager les habitudes de lecture des enfants vietnamiens sont les principaux objectifs d'un projet de soutenir la littérature pour enfants vietnamiens lancé en 2006 par le Vietnam et le Danemark. Aujourd'hui, environ 30 auteurs et illustrateurs locaux se sont rassemblés à la maison d'édition Kim Dong pour discuter de nouvelles méthodes d'écriture pour les enfants. Une coopération étroite entre les écrivains et les illustrateurs est l'élément clé de la réussite. Nous sommes très reconnaissants envers l'association danoise des écrivains pour leur aide dans notre travail pour les enfants au cours des dernières années. Des représentants de l'association des écrivains danois viennent ici chaque année pour organiser des cours de formation pour les jeunes auteurs et illustrateurs vietnamiens. La maison d'édition Kim Dong travaille en plus sur 10 livres d'images bilingues vietnamien-anglais comportant des contes vietnamiens basés sur les nouvelles méthodes apprises des auteurs danois. Au cours des 2 dernières années, des milliers d'exemplaires de contes vietnamiens ont été publiés aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan. Les contes ont été écrits dans les 2 langues vietnamiennes et locales, contribuant à aider à promouvoir la culture vietnamienne et l'histoire du pays à travers le monde. En fin du journal, découvrons les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et à très bientôt.